Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on démarre notre émission à Reykjavik, capitale colorée d'un pays méconnu, l'Islande. Une terre de glaciers, de fjords, de montagnes plongeant dans la mer, de volcans et d'aurores boréales, perdue tout au nord de l'océan Atlantique, aux portes de l'Arctique. Alors on a voulu mieux connaître l'histoire de ce pays de vikings, sa géographie particulière entre l'Europe et l'Amérique, sans oublier la géothermie qui a fait la fortune des Islandais, lesquels, en surinvestissant le secteur bancaire au début du XXIe siècle, ont frôlé la faillite en 2008. Aujourd'hui, l'Islande est un petit pays dynamique, modèle dans le domaine de l'égalité des sexes, mais aussi pour son niveau de santé, d'éducation, même si le coût de la vie y est très élevé. L'Islande, qui, on va le voir, a longtemps cultivé une identité géopolitique à part, tandis que trois grandes puissances, États-Unis, Russie et Chine, s'y intéressent de près. Sortons nos cartes. Islande signifie littéralement terre de glace. Plus de 10% de la surface du pays est constituée de glaciers, une caractéristique due à sa proximité avec le cercle polaire arctique. L'Islande est une île isolée située au milieu de l'Atlantique Nord, ses voisins les plus proches étant le Groenland, les îles Féroé, l'Écosse et la Norvège. C'est de cette dernière que sont arrivés les premiers habitants de l'île, accompagnés de leurs esclaves irlandais et écossais au IXe siècle. La République libre qu'ils fondent passera au XIIIe siècle sous le giron de la Norvège, avant que celle-ci ne passe sous le contrôle du Danemark au XIVe siècle. Une domination sur l'île de glace qui ne prendra fin qu'en 1944. D'une superficie de 103 000 km², l'Islande est une curiosité géologique. Apparue il y a seulement 15 millions d'années, contre 3 milliards pour les parties de continents les plus anciennes, l'île se situe sur la dorsale médio-atlantique, à la jonction des plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes. Cette frontière géologique marque les paysages islandais, comme dans le parc national du Þingvellir, qui est traversé par plusieurs failles saillantes, dont la plus impressionnante, l'Almannagjá, se déploie sur 7,7 km de longueur et 40 mètres de profondeur. Alors évidemment, cette situation soumet également le pays à une activité sismique constante. L'Islande compte pas moins de 130 volcans actifs, dont vous voyez les principaux ici sur la carte. Leur activité se traduit par des écoulements de lave. 23% du territoire est recouvert de champs de lave issus d'éruptions plus ou moins récentes. Des rejets de gaz et de fumée. On se souvient du fameux Eyjafjöll, dont l'éruption en avril 2010 a causé l'annulation de plus de 107 000 vols à travers la planète. Mais aussi des inondations particulièrement violentes, appelées Jökulhlaup, littéralement course de glaciers, comme en 1996, lorsque le Grímsvötn est entré en éruption, libérant les réservoirs d'eau de fusion glaciaire situés sous la calotte de glace qui le recouvre. En moins de 2 heures, le débit de la rivière Skežará a été multiplié par 100, atteignant une valeur maximale 20 fois supérieure à celle des chutes du Niagara. La gigantesque vague qui a déferlé sur la plaine a entraîné sur son passage plusieurs ponts et une dizaine de kilomètres de la route circulaire qui relie l'est et l'ouest du pays. Si l'activité sismique de l'île provoque des dégâts récurrents, elle lui apporte également d'importantes contreparties dans le domaine énergétique. Tout d'abord grâce au réseau hydrographique découlant de la présence conjuguée de glaciers et de volcans. Cette richesse hydraulique permet au pays d'assurer 70% de sa production d'électricité. Le reste de la production électrique est assuré par des centrales géothermiques, dont vous voyez les principales sur la carte, qui exploitent les remontées d'eau chauffées à ébullition au contact des canaux de lave de son sous-sol. Les capacités de production électrique de l'île dépassant largement les besoins de sa population, les Islandais ont depuis les années 1990 cherché à attirer des industries énergivores comme les fermes de serveurs informatiques. Ces gigantesques hangars remplis d'ordinateurs consomment des quantités astronomiques d'électricité pour leur fonctionnement et pour leur refroidissement. En 2016, 85% de la consommation électrique islandaise était le fait du secteur industriel, contre moins de 5% pour les ménages. Les ressources géothermiques du pays servent en outre à chauffer directement les habitations, mais aussi les élevages de pisciculture ou encore les cultures de légumes sous serre. Une aubaine dans un pays où les températures moyennes excèdent rarement les 12 degrés en été.
À cette offre importante d'énergie hydraulique et géothermique pourraient s'ajouter des ressources éoliennes suite à de nouvelles technologies qui permettront d'exploiter les vents très violents qui déferlent régulièrement sur l'île. Fort de ces atouts naturels, les 340 000 Islandais qui peuplent l'île et vivent pour les deux tiers dans la capitale, Reykjavik, jouissent d'une excellente qualité de vie, soutenue par une économie dynamique. Celle-ci s'appuie sur la pêche, qui est l'activité traditionnelle de l'île, et représente 40% des exportations. La production d'aluminium brut, qui représente 30% des exportations. Les data centers, dont on a déjà parlé, qui sont désormais reliés par câble aux États-Unis et à l'Europe, ce qui fait de l'Islande une plaque incontournable des données, notamment pour le monde de la finance. Un monde que l'Islande a embrassé avec ferveur au début des années 2000. Le PIB repose alors sur le secteur bancaire. On parle de miracle islandais. Mais ce miracle, il s'appuie sur des bilans gonflés et il ne va pas résister à la crise des subprimes de 2008. Alors pour éviter la faillite, les Islandais vont adopter des mesures drastiques comme la nationalisation des banques en faillite et vont désormais investir sur le tourisme. En 10 ans, le nombre de visiteurs sur l'île est passé de 500 000 à 2 millions, avec une majorité de touristes américains. Les paysages torturés de l'île et son thermalisme enchantent les visiteurs. De par son histoire, sa position géographique et sa culture, Reykjavik entretient évidemment des liens étroits avec les autres capitales nordiques. Et son premier partenaire économique, c'est l'Union européenne. Bien que membre de l'espace économique européen depuis 1994 et ayant signé les accords de Schengen en 1996, l'Islande ne souhaite toutefois pas adhérer à l'Union européenne pour ne pas être assujettie aux quotas de pêche européens. À cette dimension régionale liée à son histoire et à son économie s'ajoute une dimension géopolitique plus internationale découlant de sa proximité avec le pôle Nord et de ses deux encombrants voisins, les États-Unis et la Russie. Les États-Unis, où certains sénateurs imaginèrent à la fin du 19e racheter l'Islande au Danemark, prennent position sur le sol islandais en 1941 pour organiser l'offensive contre l'Allemagne nazie, le Danemark étant lui-même sous tutelle allemande. Cette présence américaine, assortie de la construction de nombreuses infrastructures, facilite l'entrée de l'Islande dans l'OTAN dès 1949, 5 ans après son accession à l'indépendance. La guerre froide, qui s'amplifie avec la guerre de Corée en 1951, renforce la relation islando-américaine, la position de l'Islande permettant une surveillance accrue de l'Atlantique Nord et des mouvements de l'armée soviétique. 5000 militaires américains s'installent sur l'île, principalement sur la base de Keflavik. Cette présence américaine n'a pas empêché Reykjavik d'entretenir de bons rapports avec la Russie, dont elle est l'un des principaux fournisseurs de harengs et de laine, jusqu'à l'invasion de la Crimée en 2014, qui conduit l'Islande à geler une partie de ses exports. L'invasion de l'Ukraine par Moscou a renforcé la défiance de l'Islande, qui s'est dite prête, avec la Norvège et le Danemark, à aider la Finlande et la Suède en cas d'invasion russe. Les échanges avec la Russie devront néanmoins se poursuivre, car celle-ci, tout comme les États-Unis, fait partie du Conseil de l'Arctique, au même titre que l'Islande, le Canada, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède, ainsi que 6 organisations chargées de représenter les peuples autochtones, et également 13 pays observateurs n'ayant pas de droit de vote. Parmi ces observateurs, il en est un qui retient l'attention, c'est la Chine, dont l'accès au Conseil a été rendu possible grâce au soutien de l'Islande. Ce rapprochement avec Pékin est une conséquence indirecte de la crise des subprimes de 2008, qui a poussé le gouvernement islandais à chercher des relations commerciales auprès de nouveaux partenaires. Un accord de libre-échange avec la Chine a été signé en 2013, permettant à Reykjavik d'exporter une partie de sa pêche, mais aussi son savoir en matière de géothermie pour la construction de centrales et de chauffage. Un enjeu de taille, car l'énergie géothermique pourrait remplacer jusqu'à 25% des besoins en charbon de la Chine, avec à la clé près de 11 milliards de dollars de revenus pour les Islandais. Si ces perspectives ravissent une partie de la population, certains s'inquiètent de l'arrivée de la Chine dans la région. L'observatoire sino-islandais de Karholl, inauguré en 2018, pourrait ainsi avoir d'autres objectifs que d'observer les aurores boréales, comme d'espionner l'espace aérien de l'OTAN.
Et les investissements chinois sur le sol islandais, qui représentent 6% du PIB, pourraient servir avant tout l'intérêt de Pékin dans sa poursuite de l'établissement des routes de la soie qui lui permettraient, avec la fonte des glaces, d'exploiter de nouvelles voies maritimes et des gisements d'hydrocarbures. Voilà pour ce voyage au pays du feu et de la glace, l'Islande, pays dynamique et géostratégique aux portes de l'Arctique. Cette région riche de ses ressources énergétiques, mais aussi de ses nouvelles routes maritimes que la fonte des glaces pourrait créer. On l'a vu, les grandes puissances, États-Unis, Russie, Chine, ont des intérêts dans la région, économiques, écologiques, gérés jusqu'à présent en relative bonne intelligence. Mais la guerre en Ukraine a changé la donne. En effet, la Suède et la Finlande rejoignant l'Islande dans l'OTAN, la Russie est désormais, de tous les États qui composent l'Arctique, le seul à ne pas faire partie de l'Alliance Atlantique. Et pour aller plus loin, ce petit atlas hédoniste sur l'Islande par Bertrand Joine avec des photos signées Gunnar Frère. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouvez notamment nos leçons de géopolitique. À bientôt.